Mes chers amis, vous qui êtes ici, vous qui me regardez de loin, de plus loin même, je suis venu vous parler de la France et donc de la République. Je suis venu vous parler de la France qui souffre, mais aussi de la France qui espère. Je suis venu vous parler de la France d'aujourd'hui. Une page est en train de s'effacer, et de la France de demain, nous sommes en train de l'écrire. Je suis venu vous parler de la France que nous allons construire le 6 mai. Je le fais ici, en Seine-Saint-Denis, ce département aux multiples couleurs, le plus jeune de France, qui accumule tant de difficultés et qui en même temps recèle tant d'atouts. Chacune, chacun, ici, plus loin, en métropole, en outre-mer, a son histoire, ses racines, son parcours, ses préférences, sa singularité. Mais nous appartenons à la même nation, avec ses valeurs, ses principes, sa culture, sa langue, ses institutions. Et nous aspirons donc au même avenir. L'enjeu de cette campagne qui commence, n'allez pas le chercher dans un affrontement partisan. L'enjeu de cette campagne va bien au-delà de nous, de la gauche. L'enjeu de cette campagne, à 3 mois du premier tour, l'enjeu, c'est la France. C'est la France, toujours. Devant vous rassemblés, foule nombreuse, des milliers, je ressens une profonde émotion, celle d'exprimer votre conviction, votre volonté, votre espérance. Je mesure la fierté d'avoir été désigné par des primaires citoyennes comme candidat à l'élection présidentielle. J'ai conscience de la tâche qui est la mienne, incarner le changement, faire gagner la gauche et redonner confiance à la France. Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. Je suis prêt à assumer cette responsabilité et donc à vous dire quelle est ma conception de la présidence de la République et ce qui justifie que je m'y présente aujourd'hui. Quelle est la plus grande mission que de présider la République française? Présider la République, c'est se dévouer à l'intérêt général dont toute décision doit procéder. C'est éprouver la France par sa raison et dans son cœur. C'est prolonger l'histoire de notre pays qui vient de loin, avant la République, avec la République, et qui a souvent, si souvent, éclairé l'histoire du monde. C'est se situer à cette hauteur, c'est s'en montrer digne partout, en tout lieu et dans tous les actes qu'exige la fonction présidentielle. Présider la République, c'est préserver l'État, sa neutralité, son intégrité face aux puissances d'argent, face aux clientèles, face au communautarisme. Présider la République, c'est être viscéralement attaché à la laïcité. Car c'est une valeur qui libère et qui protège.
Et c'est pourquoi j'inscrirai la loi de 1905, celle qui sépare les églises de l'État, dans la Constitution. Présider la République, c'est refuser que tout procède d'un seul homme, d'un seul raisonnement, d'un seul parti, qui risque de devenir d'ailleurs un clan. Présider la République, c'est élargir les droits du Parlement, c'est reconnaître les collectivités locales dans leur liberté, c'est engager un nouvel acte de la décentralisation, c'est promouvoir les partenaires sociaux, c'est reconnaître leur rôle dans la Constitution, c'est faire participer les citoyens aux grands débats qui les concernent. Et le premier sera l'avenir de l'énergie en France. Présider la République, c'est choisir les femmes, les hommes qui gouverneront la France en respectant leurs compétences, et d'abord celles du Premier ministre. Présider la République, c'est accepter de partager le pouvoir de nomination aux plus hautes fonctions. C'est aussi ne pas nommer le président ou les présidents des chaînes ou des radios du service public audiovisuel et de laisser cette mission à une autorité indépendante. Présider la République, c'est démocratiser les institutions. Et j'introduirai le non-cumul des mandats pour les parlementaires, une part de proportionnel à l'Assemblée nationale, la parité dans l'exercice des responsabilités et le droit de vote des étrangers aux élections locales, sans rien craindre pour notre citoyenneté, pour la cohésion du pays, en mettant de côté les peurs, les frilosités et les conservatismes. Présider la République, c'est faire respecter les lois pour tous, partout, sans faveur pour les proches, sans faiblesse pour les puissants, en garantissant l'indépendance de la justice, en écartant toute intervention du pouvoir sur les affaires, en préservant la liberté de la presse, en protégeant ses sources d'information, en n'utilisant pas le renseignement ou la police à des fins personnelles ou politiques. Présider la République, c'est être impitoyable à l'égard de la corruption et malheur aux élus qui y succomberont. Présider la République, c'est rassembler, c'est réconcilier, c'est unir, sans jamais rien perdre de la direction à suivre. C'est écarter la stigmatisation, la division, la suspicion, les oppositions entre Français, entre ceux qui seraient là depuis toujours, ceux qui seraient là depuis moins longtemps. Présider la République, c'est élever et ne jamais abaisser. Présider la République, c'est être ferme. Ferme y compris à l'égard de l'immigration clandestine et de ceux qui l'exploitent. Mais c'est traiter dignement les étrangers en situation régulière et ceux qui ont vocation à l'être sur la base de critères objectifs. C'est accueillir les étudiants étrangers qui veulent apprendre dans notre pays pour enrichir le leur et qui font rayonner la France. Et aucune circulaire ne doit empêcher de circuler
les étudiants, les savants, les artistes qui viennent ici pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Présider la République, c'est porter les valeurs de la France dans le monde. C'est considérer les autres peuples pour qu'ils nous estiment en retour. C'est s'abstenir de faire la leçon, y compris sur leur place dans l'histoire. C'est ne jamais transiger avec les fondements du génie français, qui sont l'esprit de liberté, la défense des droits de l'homme, l'attachement à la diversité culturelle et à la francophonie, la belle langue de France, parlée par d'autres que des Français. Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Présider la République, c'est utiliser notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour hâter le départ de ceux qui écrasent leur peuple, comme Bachar el-Assad en Syrie. C'est inlassablement contribuer à la paix au Proche-Orient. Mais présider la République, c'est savoir aussi prendre des décisions difficiles, pas simplement à la suite d'un drame. Je pense à nos morts en Afghanistan, auxquels je veux rendre hommage ici, avec émotion, avec dignité, avec respect, comme aux blessés qui souffrent dans leur chair. Je pense à leurs familles, dans la peine. Je les ai écoutés. Je pense à leurs proches qui s'interrogent. Ces hommes assassinés faisaient leur devoir. Leur sacrifice suscite le respect de la nation tout entière. Mais il faut aussi avoir la lucidité de dire, et au-delà du dévouement des hommes qui se dévouent pour leur pays là-bas, dire qu'il faut avoir la lucidité d'affirmer que notre mission est terminée. Elle avait été engagée il y a plus de 10 ans par Lionel Jospin et Jacques Chirac dans un but précis, qui était de répondre à l'attaque terroriste sur les États-Unis. Je l'avais pleinement approuvée. Eh bien, aujourd'hui, cette mission est achevée. Il est donc temps de décider le retrait qui s'impose, et je l'ai proposé de longue date. J'en assumerai donc, si les Français m'en donnent mandat, toute la responsabilité. J'en préviendrai nos alliés et je ferai en sorte que ce retrait se fasse en bon ordre, sans en aucune façon menacer la vie de nos soldats. Présider la République, enfin, c'est donner le meilleur de soi-même, sans jamais attendre en retour récompense et même reconnaissance. C'est d'être ambitieux pour son pays et humble pour soi-même. C'est se donner pleinement, entièrement à la cause que l'on a choisie, la seule cause qui vaille, servir la France. Présider la République, c'est mettre toute la puissance de l'État au service des citoyens. C'est montrer l'exemple, y compris dans son comportement et pour sa propre rémunération. Et je ne dis pas ça par facilité ou par commodité ou pour plaire, mais tout simplement parce que ça doit être un principe. Je réduirai de 30% les indemnités du président et les membres du gouvernement. Tout simplement pour montrer l'exemple, au moment où, précisément, des efforts sont demandés à nos concitoyens. Présider la République, c'était à cette fonction que je me suis préparé. J'en sais la grandeur, la dureté. Je veux le faire en étant digne de votre conscience et en restant fidèle à moi-même,
Tout dans ma vie m'a préparé à cette échéance. Mes engagements, mes responsabilités, mes réussites, mes épreuves. J'ai toujours suivi la ligne que je m'étais fixée. Je suis socialiste. La gauche, je ne l'ai pas reçue en héritage. Il m'a fallu décider lucidement d'aller vers elle. J'ai grandi en Normandie, dans une famille plutôt conservatrice. Mais cette famille m'a donné la liberté de choisir par son éducation. J'en remercie mes parents, mon père, parce qu'il avait des idées contraires aux miennes et qu'il m'a aidé à affirmer mes convictions. Ma mère, parce qu'elle avait l'âme généreuse et qu'elle m'a transmis ce qui est le plus beau, l'ambition d'être utile. La gauche, je l'ai choisie. Je l'ai aimée, je l'ai rêvée avec François Mitterrand dans la conquête. La gauche, je l'ai défendue fermement dans ses réalisations, celles de 1981, celles de 1988. La gauche, je l'ai servie comme élu de la République, comme député. La gauche, je l'ai dirigée avec Lionel Jospin quand nous gouvernions ensemble le pays avec honneur. Et j'en revendique les avancées. Aujourd'hui, c'est moi qui vous représente. C'est moi qui porte votre espoir. C'est moi qui porte l'obligation de gagner. C'est moi qui va, dans ce combat, vous conduire à la victoire, celle que vous attendez depuis trop longtemps. 10 ans déjà, 10 ans. 10 ans. Qu'une droite s'est installée au pouvoir et qu'elle a défait ce que nous avions construit. Chers amis, laissez-moi vous en dire davantage. Je suis un élu de la France rurale, où les agriculteurs démontrent l'excellence de leur travail sans en recevoir le revenu qu'ils méritent. Je suis de ce Limousin, de cette Corrèze, où j'ai tant appris. J'ai été maire de Tulle, une ville petite par la taille, à peine 17 000 habitants, mais grande par l'histoire. Tulle est une cité de la résistance. Elle a souffert le martyre. 99 pendus, 200 déportés. Le 9 juin 1944, emportés par la barbarie nazie. Chaque année, ce 9 juin, un cortège s'ébranle dans les rues de ma ville pour rappeler la mémoire des suppliciés. Une guirlande est accrochée au balcon, là où un corps sans vie se balançait lentement. J'ai leur nom dans la tête. Ce sont mes héros. Je ne les oublierai jamais. Ils me font avancer. Ils me rappellent à chaque moment la belle leçon d'humanité de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Ces résistants n'ont pas eu de célébrité, pas de récompense, pas de médaille. Ils ne cherchaient rien. Ils ne demandaient pas des bonus ou des stock options pour leur action. Ils étaient des hommes, des femmes fiers. Ce n'était pas l'ambition ou la cupidité qui les animait. Ceux-là ont sauvé notre honneur parce qu'ils croyaient d'abord dans les valeurs de la France. Eh bien, c'est leur lutte qui m'éclaire aujourd'hui. Je suis président d'un conseil général, celui de la Corrèze, un département célèbre pour ses personnalités politiques, mais qui est exigeant. Celui qui réussit à obtenir son soutien a au moins des qualités de cœur.
même s'il n'a pas toujours raison. Rien ne m'a été donné. Ce que j'ai arraché, je l'ai conquis, je l'ai fait fructifier. J'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle il y a presque un an. J'ai réussi à convaincre les électeurs des primaires citoyennes, quand bien peu imaginaient mon succès à l'origine. J'ai veillé au lendemain de cette consultation à rassembler tous ceux qui s'y étaient présentés et je les salue avec affection. Comme je salue Martine Aubry qui nous a permis de nous retrouver tous ensemble. Et Jean-Michel Baillet qui nous apporte aussi les radicaux de gauche. Eh bien, chers amis, si j'en suis là, c'est le fruit de cette obstination. Le hasard n'y est pour rien. C'est un aboutissement. Vous vous connaissez certains depuis longtemps, 30 ans. C'est un bail qui récompense pour les uns et pour les autres une fidélité et une ténacité. C'est vrai que je ne m'exhibe pas. Je reste moi-même. C'est ma force. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Je veux simplement le mettre au service des Français. Le pouvoir, j'en sais la nécessité, l'utilité, j'en connais les dérives. Je suis placide avec ces choses. J'ai fait de l'engagement ma vie entière. J'ai sacrifié beaucoup. J'ai donné, j'ai reçu du temps, du travail, des coups. Mais j'ai une cohérence, je m'y tiens. Je suis constant dans mes choix. Je n'ai pas besoin de changer en permanence pour être moi-même. J'ai conscience que l'État, pour être efficace, appelle bien sûr une direction sûre à sa tête, mais qu'il n'y a pas de réussite possible si celui qui est à la tête du pays, précisément, n'associe pas les autres, ne mobilise pas les intelligences, ne gagne pas le meilleur de ce qu'il y a dans chacun d'entre nous, ne fait pas entendre la voix du rassemblement, de la réconciliation et de l'apaisement. Je n'aime pas les honneurs, les protocoles et les palais. Je revendique une simplicité qui n'est pas une retenue, mais la marque de l'authentique autorité. Je vais vous confier mon secret, ce secret que j'ai gardé depuis longtemps, mais que vous avez sans doute découvert. J'aime les gens quand d'autres sont fascinés par l'argent. Je prends chaque regard comme une attente, chaque visage comme une curiosité, chaque poignée de main comme une rencontre, chaque sourire comme une chance. Je connais l'État pour en être issu et pour l'avoir servi de multiples façons. Certains me reprochent de n'avoir jamais été ministre. Quand je vois ceux qui le sont aujourd'hui, ça me rassure. Mais ce sont les mêmes qui reprochaient en son temps à François Mitterrand de l'avoir été 11 fois. Et dois-je rappeler, en gardant la comparaison, que Georges Clemenceau ne devint ministre et président du Conseil qu'à 65 ans. Mais je n'attendrai pas jusque-là, je vous le promets. Je sais aussi que l'histoire peut être tragique, que rien n'est jamais acquis, que tout ce que l'on croit irréversible, inaltérable, inattaquable,
peut être à tout moment atteint en son cœur. La crise, le fanatisme, le terrorisme, sans oublier les catastrophes naturelles. Nous ne sommes jamais en paix. Le cours de l'humanité n'est pas tranquille. Il connaît d'inexplicables assèchements et parfois d'impensables débordements. L'homme d'État doit se préparer à tout, c'est-à-dire au pire, et toujours rester vigilant, poursuivre inlassablement le combat qui est le sien pour le progrès, pour la dignité humaine, pour la démocratie. Ne pas se laisser détourner par les mouvements d'humeur, par les modes, par les contournements de l'histoire. Tenir son cap. Je suis un optimiste de la volonté. Je crois que le meilleur est possible, qu'un peuple réuni autour d'un projet commun construit sa propre histoire. Je suis convaincu que les Français attendent aujourd'hui une direction forte, un rassemblement sur l'essentiel, et surtout de la part de celui qui doit les conduire, une considération, un apaisement, un respect, une confiance. La confiance est un mot qui ne figure pas dans les lois ou dans les règlements, qui ne coûte rien, mais qui peut rapporter beaucoup. Elle commande beaucoup de choses. Elle ne résout rien par elle-même, mais elle autorise tout si l'on sait la saisir, la confiance. Et c'est pourquoi je veux redonner confiance aux Français. Deux grandes dates ont marqué ma vie politique. L'une violente, le 21 avril 2002, une blessure que je porte encore sur moi, j'en ai la trace. Ce soir terrible, où l'extrême droite, faute de vigilance et de lucidité face à la menace, face à la dispersion, met la gauche hors jeu et permet à la droite de s'installer pour 10 ans. J'en ai tiré toutes les leçons. Moi, je ne laisserai pas faire. Je ne laisserai pas les ouvriers, les employés aller vers une famille politique qui n'a jamais rien fait pour servir les intérêts de ces classes-là. Je ne laisserai pas un parti caricaturer les problèmes sans jamais apporter la moindre solution crédible. Je ne laisserai pas une formation politique se présenter comme la voix du peuple alors qu'elle veut simplement se servir de lui. Je ne laisserai pas s'éloigner au nom de la France des citoyens, nos amis, qui peuvent penser que l'ennemi est ici, qu'il a une couleur et une religion, ce qui serait contraire aux principes même de notre République. Je ne laisserai pas utiliser la colère et la détresse pour mettre en cause et la République et la construction européenne et les droits de l'homme. Je ne laisserai pas une formation politique réclamer le rétablissement de la peine de mort. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour conjurer ce risque et pour éviter que l'élection présidentielle soit tronquée. Parce que ce qu'attendent une grande majorité de nos concitoyens, c'est finalement le choix entre la gauche et la droite, c'est-à-dire le choix le plus clair pour permettre à notre pays de faire véritablement la décision. L'autre date qui reste gravée dans ma mémoire, elle est plus heureuse, c'est le 10 mai 1981. J'avais 26 ans. Je sais ce qu'elle a représenté pour tous ceux qui avaient attendu pendant des décennies, si longtemps donc, ce moment, l'alternance, enfin, le bonheur de la victoire. Il y a eu bien sûr d'autres succès pour la gauche, 1988, 1997, mais ils ne pouvaient pas avoir la même portée. Et pour autant, je ne veux pas verser dans la nostalgie. L'épopée de la gauche
ne peut pas se réduire à des moments exceptionnels. 1936, 1981. Moi, je veux installer la gauche dans la durée. Et si je suis candidat, c'est pour renouer le fil, pour poursuivre la marche, pour mettre en accord la gauche avec la France. Je veux, amis, ici et au-delà, loin, je veux voir votre bonheur le 6 mai. Je veux voir le choix de la conquête, l'enthousiasme de l'audace et en même temps les débordements de la liberté. Je veux gagner avec vous le droit de présider la France. Je connais bien notre pays. Je l'ai parcouru, sillonné tant de fois, sans jamais me lasser de le découvrir. Je connais ces villes qui changent, qui créent, qui entreprennent. Ces espaces façonnés par le travail patient de nos agriculteurs. Son espace maritime travaillé par les pêcheurs. Ces lieux de production où l'intelligence des salariés se conjugue avec la compétence des ingénieurs. Je n'ignore rien non plus de nos villages où le silence s'est fait et où la vie s'est retirée. Je n'ignore rien de ces quartiers de relégation où se mêlent la colère, le désespoir et malgré tout le talent et la volonté de réussir. Eh bien, c'est cette France que je veux avec vous servir. Comme vous, je connais la gravité de l'heure que nous vivons. Une crise financière déstabilise les États, des dettes publiques énormes donnent au marché tous les droits. L'Europe se révèle incapable de protéger sa monnaie de la spéculation. Notre propre pays est confronté à un chômage record et s'enfonce dans la récession autant que dans l'austérité. Le doute s'est installé. Je le mesure chaque jour. Il se charge en défiance envers l'Europe et même envers la démocratie. Il se transforme en indignation devant l'injustice d'un système, l'impuissance d'une politique, l'indécence des nantis. Il dégénère en violence privée, familiale, sociale, urbaine, avec cette terrible idée qui s'est installée, qui se diffuse dans notre conscience collective. La marche vers le progrès se serait arrêtée. Nos enfants seraient condamnés à vivre moins bien que nous. Eh bien, c'est contre cette idée-là que je me bats. Voilà pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle. Je veux redonner confiance aux Français dans leur pays. La France a traversé dans son histoire bien des épreuves, bien des crises, des guerres, des révolutions. Elle les a toujours surmontées. Toujours en refusant l'abaissement, la résignation, le repli. Jamais en succombant au conformisme, à la peur, à la loi du plus fort, mais en restant fidèle aux valeurs de la République, en allant puiser en elle-même le courage pour accomplir les efforts, pour défendre son modèle social, pour garder sa fierté, en redressant la tête, en regardant lucidement le défi à affronter et en débattant librement et en faisant les choix qui s'imposent. Il n'y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. L'histoire n'est pas l'addition de fatalités successives. Elle nous enseigne qu'il y a toujours plusieurs chemins. La voie que je vous propose, c'est le redressement dans la justice. C'est l'espérance dans la promesse républicaine. Mais avant d'évoquer mon projet, je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Sous nos yeux, en 20 ans, la finance a pris le contrôle de l'économie, de la société et même de nos vies.
Désormais, il est possible, en une fraction de seconde, de déplacer des sommes d'argent vertigineuses, de menacer des États, de mettre à bas des banques, de délocaliser des entreprises. Cette emprise est devenue un empire. Et la crise qui sévit depuis le 15 septembre 2008, loin de l'affaiblir, l'a encore renforcée. Face à elle, à cette finance, les promesses de régulation, les incantations du plus jamais ça sont restées lettres mortes. Les G20 se sont succédés sans résultat tangible. En Europe, 16 sommets de la dernière chance ont été convoqués pour reporter au suivant la résolution définitive du problème. Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la main qui les a nourries. Les agences de notation, décriées à juste raison pour n'avoir rien vu de la crise des subprimes, décident du sort des dettes souveraines des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus douloureux. Quant aux fonds spéculatifs, loin d'avoir disparu, ils sont encore les vecteurs de la déstabilisation qui nous vise. Ainsi, la finance s'est affranchie de toute règle, de toute morale, de tout contrôle. Disant cela, je ne montre pour autant aucune indulgence sur le quinquennat qui arrive à son terme. Mais là n'est déjà plus la question. Les jugements sont faits. Commencé dans la virevolte, ce quinquennat finit dans la tourmente. Plombé par des cadeaux fiscaux destinés aux plus fortunés, il s'achève par des hausses de prélèvements imposées à tous les Français. Inauguré par une promesse de retour au plein emploi, il se termine par un chômage record. Et que dire des déficits, de la dette, de la désindustrialisation, de la démolition des services publics et notamment de l'école. Un seul mot, un seul, résume cette présidence, la dégradation. Tout s'est dégradé. Je ne parle pas d'une note, je ne parle même pas des comptes publics, je parle des conditions de vie, des comportements, tout simplement de la situation du pays, à l'injustice dans les choix, l'incohérence des décisions. S'est ajouté l'accaparement du pouvoir et la connivence avec les puissants, avec ce paradoxe ultime que la volonté d'omnipotence débouche sur un aveu d'impuissance. Voilà pourquoi le changement n'est pas seulement celui d'un président, d'un gouvernement, d'une majorité. Il nous faut aller bien plus loin. C'est un changement de politique, de perspective, de dimension qu'il faut offrir à notre pays le 22 avril et le 6 mai. Si la finance est l'adversaire, alors il faut l'affronter avec nos moyens. Et d'abord chez nous, sans faiblesse, mais sans irréalisme, en pensant que ce sera un long combat, une dure épreuve, mais que nous devons montrer nos armes. Maîtriser la finance commencera ici par le vote d'une loi sur les banques qui les obligera à séparer leurs activités de crédit par rapport aux opérations spéculatives. Aucune banque française ne pourra avoir de présence dans les paradis fiscaux. Les produits financiers toxiques, c'est-à-dire sans lien avec les nécessités de l'économie réelle, seront purement et simplement interdits. Les stocks options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimés et les bonus encadrés. Enfin, je proposerai une taxe sur toutes les transactions financières, non pas le rétablissement de l'impôt de bourse, ce qui va être fait et qui avait été supprimé il y a quelques mois, c'est vous dire la cohérence. Non, une véritable taxe sur les transactions financières avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous. Je proposerai aussi, si l'on veut éviter d'être jugé
par des agences de notation dont nous contestons la légitimité, alors mettons en place, au niveau européen, une agence publique de notation. L'autre front, par rapport à la finance, est européen. La zone euro se défait sous nos yeux. La France doit retrouver l'ambition de changer l'orientation de l'Europe. Elle imposera de savoir convaincre et entraîner nos partenaires. On me demande souvent, mais comment allez-vous faire pour faire venir vos alliés dans cette Europe sur les positions que vous défendez, puisque le président sortant n'y est pas arrivé. Mais ce qui va changer, c'est le vote des Français qui sera notre levier pour convaincre. Les destins de l'Europe et de la France sont liés. La grandeur de la France ne peut pas être séparée de la force de l'Europe. Nous avons besoin d'Europe. Elle doit nous aider à sortir de la crise, mais pas à nous imposer une austérité sans fin qui peut nous entraîner dans la spirale de la dépression. Les disciplines sont nécessaires. Des engagements devront être pris pour le désendettement et être respectés. Mais c'est la croissance qui nous permettra d'y parvenir le plus sûrement. Et c'est pourquoi je proposerai à nos partenaires un pacte de responsabilité, de gouvernance et de croissance. Je renégocierai le traité européen issu de l'accord du 9 décembre pour lui apporter la dimension qui lui manque, c'est-à-dire la coordination des politiques économiques, des projets industriels, la relance de grands travaux dans le domaine de l'énergie, et puis les instruments pour dominer la spéculation, un fonds européen qui puisse avoir les moyens d'agir sur les marchés, et l'intervention de la Banque centrale européenne qui devrait être finalement au service de la lutte contre la spéculation. J'agirai en faveur de la création d'euro-obligations afin de mutualiser une partie des dettes souveraines, de financer les grands projets. Je défendrai, parce que c'est le sens du projet européen, une démocratie qui associera les parlements nationaux et européens aux décisions qui devraient concerner les États. Je proposerai une nouvelle politique commerciale en Europe qui fera obstacle à toute concurrence déloyale, qui fixera des règles strictes en matière sociale, en matière environnementale, de réciprocité. Une contribution écologique sera installée aux frontières de l'Europe pour venir compléter ce dispositif. Je continuerai à agir pour une parité juste de l'euro vis-à-vis du dollar américain. Je n'accepterai pas que la monnaie chinoise soit encore inconvertible alors que cette première puissance commerciale finit par être excédentaire sans que sa monnaie jamais ne soit réévaluée. L'Europe a bien des défauts, je les connais. Mais en même temps, elle est notre bien commun. Défendons-la. Elle en a besoin, elle le mérite. Ce qui manque à l'Europe, c'est du mouvement. Et c'est un Européen de cœur qui vous le dit. Le mouvement, mais pas dans n'importe quelle Europe. Le mouvement vers une Europe de croissance, vers une Europe de solidarité, vers une Europe de protection. C'est la vocation de la France que de la construire avec l'Allemagne et avec les pays qui voudront nous accompagner. Aucun des grands défis de l'Europe ne peut se résoudre sans le pacte d'amitié dans l'égalité que Français et Allemands ont noué au lendemain de la guerre. Je proposerai donc à nos amis allemands une nouvelle relation de vérité et d'égalité. De leur côté, ils devront faire preuve de solidarité. L'Allemagne ne restera pas forte dans une Europe faible. Elle ne restera pas riche dans une Europe appauvrie. Voilà la vérité. Et je sais que beaucoup en Allemagne le comprennent. Mais d'une autre, nous devons faire aussi effort de compétitivité, de sérieux budgétaire, de justice fiscale. Voilà le pacte qu'il va falloir nouer et ouvrir un nouveau cycle en Europe, celui d'une coopération économique, industrielle, énergétique entre nos deux pays. Voilà pourquoi, en janvier 2013, c'est tout proche, ça sera quelques mois après le rendez-vous du 6 mai,
Si les Français m'en donnent mandat, je proposerai à la chancelière d'Allemagne l'élaboration d'un nouveau traité franco-allemand, traité de l'Élysée, un demi-siècle après l'acte fondateur de De Gaulle et d'Adenauer, qui engagea une dynamique pour nos deux pays. Chers amis, je veux redonner confiance à la France dans l'Europe. Je veux maintenant vous dire ce que je veux pour le redressement de notre pays. Ce qui est en cause n'est plus la souveraineté d'hier, quand notre territoire était menacé. C'est la souveraineté de la République face au marché et à la mondialisation. Voilà pourquoi je veux redresser la France. La redresser financièrement, la redresser économiquement, la redresser industriellement. Notre pays a abandonné depuis trop longtemps son industrie, aveuglé par la chimère d'une économie sans usine, sans machine, comme si l'immatériel pouvait remplacer le travail de l'ouvrier, du contremaître, de l'ingénieur et de son savoir-faire. La réindustrialisation de la France sera ma priorité. Je créerai une banque publique d'investissement qui, en complément des fonds régionaux, accompagnera le développement des entreprises stratégiques. Je favoriserai la production en France en orientant les financements, les allègements fiscaux vers les entreprises qui investissent sur notre territoire, qui y localisent leurs activités, qui y mettent leurs emplois et qui sont en plus offensives à l'exportation. Je mobiliserai l'épargne des Français en créant un livret d'épargne dont le produit sera entièrement dédié au financement des PME, des entreprises innovantes. J'exigerai des entreprises qui se délocalisent qu'elles remboursent immédiatement les aides publiques reçues. Je donnerai priorité aux PME. Ce sont elles qui embauchent, ce sont elles qui doivent être aidées avant tout. C'est pour elles que nous élargirons le crédit impôt recherche, que nous abaisserons l'impôt sur les sociétés, que nous créerons une agence pour les PME. Je soutiendrai l'économie numérique en organisant avec les collectivités locales et les industriels la couverture intégrale de la France en très haut débit d'ici 10 ans. Le retour de la croissance passe aussi par la transition énergétique. Je me suis engagé à ce que la part du nucléaire dans la production d'électricité soit réduite de 75% à 50% d'ici 2025. Nous avons besoin d'une industrie nucléaire forte, inventant les technologies, les progrès de demain. Mais nous avons besoin aussi d'énergie renouvelable. Nous avons besoin aussi d'un plan d'économie d'énergie. Parce que ce sont ces trois actions, le nucléaire, les énergies renouvelables et les économies d'énergie, qui nous permettront d'avoir une perspective industrielle. Les économies d'énergie, nous les mettrons en œuvre par un plan de grands travaux, 1 million de logements neufs et anciens, qui bénéficieront d'une isolation thermique de qualité. Nous créerons des dizaines de milliers d'emplois en améliorant en plus le pouvoir d'achat des ménages par rapport à leurs frais de chauffage. Enfin, il n'y aura pas de retour à la croissance, pas d'industrie forte, sans qu'il y ait un effort de recherche et d'innovation. Et c'est tout notre avenir de nation industrielle qui se joue là. Moi, j'ai confiance dans la science, dans le progrès, dans la recherche, dans la capacité des inventeurs à nous donner là les produits de demain, sans avoir pour autant la crainte pour notre environnement, parce que la recherche est aussi au service de l'écologie et de l'environnement. Redresser l'économie, redresser l'industrie, mais aussi redresser les finances. Le niveau de la dette publique n'a jamais été aussi élevé. La dette publique a doublé depuis 2002. 10 ans de droite auront coûté aussi cher que tous les gouvernements réunis de la Ve République. Je ne vais pas ici compter tous les présidents qui se sont succédés.
Mais, quels que soient leurs mérites ou leurs défauts, aucun n'avait été capable de mettre la dette publique à ce niveau-là. Il a fallu attendre 2002 pour avoir cette dérive. Pour maîtriser la dette, je rétablirai l'équilibre budgétaire en fin du mandat qui me sera confié. Pour atteindre cet objectif, je reviendrai sur les cadeaux fiscaux et les multiples niches fiscales accordées depuis une décennie aux ménages les plus aisés et aux plus grosses entreprises. Cette réforme permettra de dégager près de 30 milliards de recettes supplémentaires. Mais dans le même temps, les dépenses de l'État seront maîtrisées. Toute nouvelle dépense sera financée par des économies et le nombre total de fonctionnaires n'augmentera pas. Mais il sera mis fin à la règle aveugle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Ce redressement, mes amis, est indispensable. Mais il ne sera possible que dans la justice. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et aboli les privilèges dans la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que le peuple s'est soulevé en juin 1848. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt citoyen sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle ou l'allocation personnelle à l'autonomie. C'est pour l'égalité que nous aurons aussi à combattre et à proposer aux Français le changement. L'égalité. L'égalité. L'égalité, c'est ce qui a permis à un enfant orphelin de père, élevé par une mère pauvre, sourde et illettrée, de devenir prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus et après avoir reçu son prix, il écrivit en ces termes à son vieil instituteur. Ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, sans votre exemple, rien de tout cela ne me serait arrivé. C'est pour l'égalité que nous devons agir, parce que depuis 10 ans, l'égalité recule. Partout, partout, des privilèges apparaissent. À mesure qu'une nouvelle aristocratie, j'emploie le mot indécent, arrogante et cupide s'installe, prospère. 1% des Français privilégiés se séparent du reste de la société. Ils vivent à côté de nous, mais ils ne vivent déjà plus avec nous. Et parfois, ils ne vivent même pas chez nous. Une véritable sécession sociale a vu le jour ces dernières années. Des quartiers relégués, abandonnés, et de l'autre, des quartiers protégés, sécurisés, pour que nul ne vienne déranger la quiétude des plus fortunés. Je serai le président de la fin des privilèges, parce que je ne peux pas admettre que pendant ce temps-là, où certains s'enrichissent sans limite, la précarité s'étende, la pauvreté s'aggrave et 8 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont beaucoup trop d'enfants. Qu'on m'entende bien, l'égalité, ce n'est pas
l'égalitarisme, c'est la justice. L'égalité, ce n'est pas l'assistanat, c'est la solidarité. Les Français n'ont rien à craindre de l'égalité, rien à craindre de la justice, rien à craindre de la redistribution. Les Français doivent savoir que s'ils m'élisent, je me poserai comme président qu'une seule question. Avant tout effort supplémentaire, avant toute réforme, avant toute décision, avant toute loi, avant tout décret, je ne me poserai qu'une seule question. Est-ce que ce que l'on me propose est juste? Si c'est juste, je le prends. Si ce n'est pas juste, je l'écarte. Seule la justice doit guider notre action. C'est pourquoi j'engagerai avec le Parlement la réforme fiscale dont notre pays a besoin. C'est pour la justice que je reviendrai sur les allègements de l'impôt sur la fortune. C'est pour la justice que je veux que les revenus du capital soient taxés comme ceux du travail. Qui peut trouver normal que l'on gagne plus d'argent en dormant qu'en travaillant? C'est pour la justice que je veux fusionner, après avoir rapproché l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée dans le cadre d'un prélèvement progressif sur le revenu. C'est pour la justice que je porterai la tranche supérieure à 45% de l'impôt sur le revenu pour ceux qui touchent plus de 150 000 €. Et on ne me fera pas croire qu'avec 150 000 €, ce sont les classes moyennes qui seront concernées. C'est pour la justice que je veux que nul ne puisse tirer avantage de niche fiscale au-delà d'une somme de 10 000 € de diminution d'impôts par an. Je sais que le combat